who come to this happy place, welcome. Disneyland is your land, with the hope that it will be a source of joy and inspiration to all the world. Thank you. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, on va parler d'un homme sans qui beaucoup de choses que l'on adore n'auraient certainement jamais vu le jour. Alors installez-vous bien, détendez-vous, je vais vous raconter l'histoire de Walt Disney. Tout commence à Chicago aux États-Unis. C'est durant l'hiver 1901, plus précisément le 5 décembre, que Flora Cole donne naissance à un petit garçon du nom de Walter Elias Disney. Il a 3 frères, Herbert, Raymond et Roy, qui lui sera très proche de Walt, puis une petite sœur, Ruth. Son père, Elias Disney, était un Canadien d'origine irlandaise. D'ailleurs, parlons un peu de l'origine du nom Disney. À la base, c'était 2 Normands, originaires de d'Isigny-sur-Mer, en France, donc Hugues d'Isigny et son fils Robert. Au XIe siècle, ils ont décidé de partir s'installer en Angleterre, puis par la suite, donc là je vous parle d'une période d'à peu près 500 ans, le nom s'est transformé en Disney. Pourquoi ? Parce que d'Isigny, en anglais, au fur et à mesure, ça faisait Disney, donc Disney. Voilà. Par la suite, ils ont décidé, donc les ancêtres de Normands ont décidé d'immigrer en Irlande, d'où les origines irlandaises. Puis, au milieu du 19e siècle, ils sont partis au Canada. Revenons à Elias. Très tôt, il fait travailler ses 2 fils, Rolt et Walt. Revenons à Elias. Très tôt, il fait travailler ses 2 fils, Roy et Walt, dès leur plus jeune âge, vraiment ils avaient à peine 10 ans, donc dans sa petite société de livraison de journaux à Kansas City. Alors oui, ils sont plus à Chicago, ils sont à Kansas City à cette période, afin de subvenir aux besoins de la famille. À partir de 1917, il retourne vivre à Chicago. Toute la famille retourne à Chicago. C'est là que Walt commence des études d'art. Puis, un an après, en 1918, il adorait l'armée. Voilà, il voulait absolument être recruté dans l'armée. Sauf que il fallait avoir 18 ans. Et lui, en 1918, il avait même pas 17 ans, il en avait 16. Donc forcément, c'était pas possible. Par la suite, il se dit que pourquoi pas intégrer la Croix-Rouge. Sauf que pareil, il fallait avoir 17 ans. Alors là, c'était plus de 18, mais il fallait avoir au moins 17 ans pour être recruté dans la Croix-Rouge. Sauf que, comme je viens de vous le dire, il avait 16 ans. Donc là, avec un ami à lui, il décide de falsifier son passeport, littéralement, pour officiellement avoir 17 ans. Il s'avère que ça passe. Donc, il est recruté à la Croix-Rouge en 1918. C'est là qu'il part donc en France. Faut savoir que là-bas, il est plus dans le secteur de l'Île-de-France et aussi après dans l'Est de la France. Et c'est là que il commence à s'essayer au dessin humoristique. Donc c'est là que vraiment il commence à faire un peu ses premiers dessins un peu plus sérieusement, on va dire. Mais c'était surtout pour les soldats et pour certaines personnes de la Croix-Rouge. Faut savoir que ça rencontre son petit succès. De retour aux États-Unis après son périple en France en 1919, il est engagé dans une boîte de pub grâce à son frère Roy. C'est là qu'il rencontre, attention, une personne très importante, un jeune animateur, Ub Iwerks. Retenez bien ce nom. Ce lien d'amitié, c'est alors que tous les deux décident de créer leur propre société d'animation. Ils sont engagés par une société de films publicitaires à Kansas City. En parallèle, ils font aussi leur propre court-métrage. Très court, et ils les vendent à une chaîne de cinéma locale. En 1922, Walt décide de créer Loaf-O-Gram Incorporated et cesser au court-métrage de contes de fées tels que Alice au Pays des Merveilles. Malheureusement, il doit déposer le bilan parce que les coûts sont beaucoup trop élevés et il décide, un peu sur un coup de tête, de partir à Hollywood, à Los Angeles. Grâce à l'aide financière de leur oncle, c'est en 1923 qu'il décide de créer Disney Brothers Studios avec son frère Roy. Et très vite, il signe un contrat avec une société new-yorkaise afin de produire des films, des séries. Toujours en 1923, la série Alice au Pays des Merveilles commence. C'est une série avec un mélange de prises de vue réelles et de parties en dessin animé. Série qui va avoir beaucoup de succès. Pendant ce temps, il engage une jeune intervalliste du nom de Lillian Barnes, qui plus tard deviendra sa femme Lily. Alors, pour la petite info, une intervalliste ou un intervalliste, c'est un peu l'assistant de l'animateur. 2 ans plus tard, en 1925, Walt fait construire les premiers studios Disney au 2719 Hyperion Avenue. Oui, Hyperion, ça vous dit peut-être quelque chose, c'est le nom du Café Hyperion, fameux restaurant à Disneyland Paris. Voilà, donc beau clin d'œil à l'histoire de Walt. Puis, donc le bâtiment est fini de construire en 1926, et c'est là que Walt et Roy profitent de ce moment pour rebaptiser la société, qui s'appelait pour l'instant Disney Brothers Studios, je vous le rappelle, en Walt Disney Studios. Là déjà, ça commence à parler un peu plus. Parlons un peu du premier dessin animé à succès de Walt, Oswald
le lapin chanceux. Faut savoir que donc ce dessin animé est créé par Walt et Ub, vous savez, le jeune animateur qu'il avait rencontré quelques années auparavant. Et ben voilà, c'est pour ça que je vous avais dit de retenir ce nom. En fait, c'est Ub Iwerks, c'est vraiment lui qui va faire tous les dessins. Faut savoir que par la suite, Walt dessinait de moins en moins. Et donc, il crée ce dessin animé qui du coup est distribué à l'époque par Universal et rencontre un énorme succès. Vraiment, littéralement, c'est vraiment un gros succès en 1927, ça marche super bien. Donc forcément, l'année d'après, en 1928, Walt il se dit attends, je vais peut-être essayer de profiter et de gagner un peu plus là-dessus, quoi, parce qu'après tout c'est sa création. Donc il va à New York voir justement la fameuse société new-yorkaise dont je vous ai parlé un petit peu auparavant, pour essayer de renégocier les droits, voire même de récupérer les droits d'auteur, voilà, afin d'avoir plus d'argent, quoi. Sauf que ça se passe pas très bien, il se fait un peu envoyer dans les roses, et c'est même pire, je dirais qu'au final, ils en profitent même pour lui baisser ses droits, enfin, ils réalisent qu'il a vraiment quasiment aucun droit là-dessus, et c'est vraiment pire que limite avant d'y aller. Donc forcément, il est très déçu, très énervé, et il repart bredouille, malheureusement. Donc sur le retour, la légende raconte, alors ça, pour aller le prouver, bonne chance. Mais voilà, pour la petite histoire, je vais quand même le raconter, parce que même moi, j'ai envie de me dire que ça serait beau que ça se soit passé comme ça. Donc sur le retour, dans le train, furieux donc de ce qui s'était passé à New York, il se dit mais attends, je peux pas laisser ça, je vais essayer de trouver un personnage emblématique qui sera à moi. Donc il s'inspire en fait d'Oswald, parce que c'est vrai, si vous regardez, il y a quand même des similitudes en fait. Il s'inspire du personnage d'Oswald, et c'est là qu'il crée Mickey, voilà la petite souris. Il faut savoir d'ailleurs que à la base, ça s'appelait pas Mickey, il voulait l'appeler Mortimer. On va dire que c'est pas génial Mortimer, hein, c'est vraiment, je sais pas ce que vous en pensez, moi en tout cas ça me plaît pas. Et c'est sa femme, Lily, qui va lui dire non mais attends, non, c'est pas génial, et qui lui propose Mickey. Forcément, il accepte, et c'est là que naît Mickey, la fameuse souris. Au début, les premiers films avec Mickey et Minnie, parce que oui, il faut savoir que Minnie a été présente dès le début en fait avec Mickey. Faut savoir que ces films étaient muets. Et Walt, il se dit mais il manque quelque chose quoi, ça lui plaisait pas. Et donc il se dit tiens, je vais rajouter le son synchronisé. Bien précisé, synchronisé. Hein, voilà, c'est pas genre juste on met de la musique dessus, c'est vraiment le son est synchronisé avec les images. Faut savoir que ça se faisait très peu à l'époque, même sur les films normaux. Hein, c'est les premiers films avec le son synchronisé ont commencé qu'en 1927. Bon, vous voyez. C'était un an avant. Et donc c'est là que naît le fameux film d'animation qui a rencontré un succès incroyable en 1928, Steamboat Willie, avec Mickey en personnage principal. Il dure 7 minutes et c'est une véritable révolution à l'époque. Et d'ailleurs dans ce film, on peut voir la première rencontre avec Patibulaire, pareil, un des premiers personnages de l'univers Disney à apparaître. Et c'est vraiment un gros succès. D'ailleurs, le film est rentré dans le domaine public, là, depuis le 1er janvier 2024, donc il n'y a pas longtemps, donc soit 95 ans après la sortie du film. Donc si vous voulez, vous pouvez aller le voir sur YouTube, il est disponible, je vous mets le lien en description, voilà. C'est plutôt sympa quand on pense que quasiment tout a commencé ici. À la suite de ça, plusieurs films sortent avec Mickey en tant que personnage principal. D'ailleurs, Walt en a fait la doublure jusqu'en 1947. Voilà, c'est lui qui faisait vraiment la doublure de Mickey, quoi. À partir de 1930, le nom de Mickey résonne même à l'international. Par exemple, en Italie, on l'appelle Topolino. Bon, nous, en France, on l'appelle Mickey, et c'est bien mieux comme ça. Je sais pas ce que vous en pensez, moi je préfère. Suite au succès de Mickey, il crée les Silly Symphonies. Donc en fait, c'est une série d'animation. En fait, il y a plusieurs films d'animation dans ces séries. Donc par exemple, je vais vous dire un nom qui va certainement vous rappeler quelque chose. Trois petits cochons. Celle-là, c'est une des plus connues, hein, des Silly Symphonies, et donc c'est sorti en 1933. D'ailleurs, les Silly Symphonies ont permis d'introduire la couleur dans les dessins animés à partir de 1932, donc c'est quand même plutôt important. Durant cette même année, Lily donne naissance à Diane, leur première fille. En 1934, Walt commence à penser à la production d'un long métrage. Il visionne et s'inspire d'un film sorti en 1916 aux États-Unis, Snow White. Personne croit en son projet. Littéralement, toute l'industrie du cinéma pense qu'il va se foirer. Même son frère Roy et sa femme Lily ne croient pas en lui. Petit aparté, pour fêter leurs 10 ans de mariage, Walt et Lily décident de partir en voyage en France en 1935. C'est un pays qu'il adore vraiment et qui est vraiment une source d'inspiration pour lui, notamment dans Cendrillon ou La Belle au bois dormant. D'ailleurs, la première filiale de Disney en Europe est fondée en 1934 à Paris. Mais revenons à nos moutons. Pendant 3 ans, et ça jusqu'en 1937, les Silly Symphonies, dont je vous ai parlé un peu avant, ont servi de cobaye pour expérimenter toutes les nouvelles techniques en fait, hein, d'enregistrement, tout ça, de caméra, afin de produire l'un des plus grands succès des studios Blanche-Neige et les 7 Nains. Le film est une vraie révolution technique, avec vraiment un panel énormissime de couleurs et surtout l'utilisation pour la première fois de la caméra multiplane. Alors faut savoir que ça a été inventé par un des ingénieurs Disney quelques années auparavant, mais pas encore utilisé. Et en fait, ça permet de donner plus de relief et plus de profondeur de champ au dessin animé.
le film rapporte des millions de dollars. Et ça donne forcément raison à l'abnégation de Walt, parce qu'il faut savoir qu'il avait vraiment risqué l'avenir des studios pour ce film d'animation. Résultat, avec tous les bénéfices engrangés, il se décide à vendre les locaux donc d'Hyperion et d'en construire des nouveaux à Burbank. C'est une ville qui est proche de Los Angeles. Au début de la Seconde Guerre mondiale, Pinocchio et Fantasia sortent. Malheureusement, ce sont des échecs commerciaux, même si le film sur la marine en bois a été mieux accueilli. Et pourtant, Walt avait mis énormément d'espoir dans Fantasia. Mais bon, conflit oblige, forcément, les films n'ont pas très bien marché. Petite controverse, il faut savoir que Blanche-Neige a été diffusée en Allemagne à l'époque, et forcément ça plaisait pas du tout. Il faut savoir que Hitler aimait beaucoup les dessins animés de Disney, donc fait intéressant, mais qui forcément ne plaisait pas à l'époque. Mais de toute façon, par la suite, il faut savoir que les studios en fait avaient été un peu réquisitionnés afin de faire des films de propagande pour les États-Unis, pour la guerre quoi en fait. Et d'ailleurs, on y voit souvent Donald en tant que porte-parole, surtout à partir de 1941. Au passage, Walt n'était pas parfait. D'ailleurs, qui est parfait? Personne n'est parfait. Faut savoir qu'il aimait pas du tout les syndicats, voilà. Il aimait pas les syndicats, il aimait pas les communistes, enfin bref. Donc forcément, ça se passe mal avec certains employés. Et certains font une grève. À la suite de ça, pendant la production de Dumbo, toujours en 1941, il licencie certains de ses employés. Donc forcément, ça se passe pas très bien, mais à l'époque, on pouvait licencier beaucoup plus facilement. En parlant de Dumbo, à la base, c'est un film qui a été fait pour être peu coûteux. Et en fait, il a super bien marché. En revanche, Bambi, qui lui a eu plus d'investissement, n'a pas trop rencontré de succès en 1942. On sait tout ce que c'est devenu par la suite, hein. C'est quand même dingue de se dire que tous ces films dont je vous ai parlé, qui n'ont pas trop rencontré de succès durant la Seconde Guerre mondiale, sont littéralement devenus des classiques incontournables des années plus tard. À partir de 1950, les succès s'enchaînent littéralement, et les grands classiques Disney voient le jour tour à tour. Alice au Pays des Merveilles, Les 101 Dalmatiens, Cendrillon, La Belle au Bois dormant, etc. Et même un film dont le Nautilus à Disneyland Paris s'est inspiré, 20 milieux sous les mers. Les studios font partie des premiers à prendre la télévision au sérieux, et lancent une émission quotidienne, The Mickey Mouse Club. On connaît tous Disney Channel qui viendra un peu plus tard. Au même moment, les choses s'accélèrent pour un projet que Walt avait déjà dans la tête dans les années 40, à savoir faire un petit parc pour que ses employés puissent se divertir. Bien évidemment, lui, son idée à la base, c'était faire un parc où les petits et les grands puissent s'amuser, parce que quand il avait ses filles... Petite pause, j'ai complètement oublié de vous parler de leur deuxième fille, Sharon. Née en 1936, 3 ans après Diane, elle a été adoptée par Walt et Lillian, car elle ne pouvait plus avoir d'enfants, elle avait fait d'ailleurs beaucoup de fausses couches. Bon, allez, on retourne sur le projet du fameux parc. Quand il les amenait dans les fêtes foraines, en fait, tout ça, qui l'embêtait, enfin, ce qu'il trouvait pas normal, c'est que les enfants pouvaient s'amuser, mais les parents non. Ils étaient obligés d'attendre tout ça, et lui il s'est dit c'est pas possible, si je fais un parc, il faut que les parents puissent s'amuser avec les enfants, en fait, en famille, quoi, clairement. Il fait plancher ses équipes sur le projet, et crée officiellement en 1952 Walt Disney Imagineering, donc les Imagineers qu'on connaît tous, avec leur imagination totalement débordante. Ensuite, en 1954, c'est là que les travaux sont lancés en Californie pour le premier parc, dans la ville d'Anaheim. Pour la création du premier parc, Walt a fait de gros sacrifices financiers et comme d'habitude, a pris beaucoup de risques. D'ailleurs, il faut savoir que la série Zorro à l'époque a permis de financer le projet vraiment en grande partie. C'est alors que le 17 juillet 1955 ouvre le premier parc en Californie, Disneyland. Faut savoir que c'est clairement un des plus beaux projets, je trouve, de Walt et un des plus importants parce que sans ce parc, Disneyland Paris n'existerait pas, tous les autres parcs n'existeraient pas. Pour la petite histoire, dans chaque parc, on retrouve un train, Disneyland Railroad. Tout simplement parce que Walt était un grand passionné de trains miniatures. Malgré des débuts un petit peu chaotiques, le parc est un succès total. Et Disney devient un empire. Entre le parc, les dessins animés, les produits dérivés, la télévision, c'est littéralement un empire et un monument des États-Unis à cette période. Qu'il l'est toujours d'ailleurs maintenant. En 1964 commence alors en secret le développement d'un projet Walt Disney World Resort en Floride, plus précisément à Orlando. Faut savoir que dès le début, le parc est prévu pour faire 3 fois la taille du premier Disneyland en Californie. C'est littéralement énorme. Le projet est officiellement présenté à la fin de l'année 1965, alors un petit peu en précipitation parce qu'il y a eu certaines fuites. Donc faut savoir que contrairement au premier parc, là on est face à un resort, donc avec plusieurs hôtels, plusieurs parcs, dont Magic Kingdom, sur lequel Disneyland Paris s'est énormément inspiré. Walt était un homme riche, surtout à la fin de sa carrière. Il détenait 13% des actions et avait une fortune estimée à environ 18 millions de dollars, ce qui représente aujourd'hui 180 millions de dollars.
littéralement énorme, hein. Il était pas à plaindre notre ami Walt. Il fit construire un manoir dans lequel vivait la famille de 1932 à 1950. Puis ensuite, il décide de déménager et d'aller dans un manoir encore plus grand à Holmby Hills, toujours en Californie. Alors, pour vous donner un peu une petite idée de la taille de ce nouveau manoir, faut savoir qu'il y avait 8 chambres, une salle de cinéma privée et littéralement 3000 m² habitables. Juste incroyable. Dans les jardins du manoir, il fit construire un véritable chemin de fer miniature sur lequel il pouvait monter dessus vraiment comme un gamin et dont la locomotive se prénommait Lily, donc comme sa femme. Et faut savoir que les gars en fait qui ont construit son mini chemin de fer, en fait les mecs ont été embauchés comme conseillers pour faire les Disneyland Railroad. C'est quand même assez drôle la petite histoire quoi, le rapport entre son petit chemin de fer et les vrais chemins de fer qui sont donc dans les parcs. D'ailleurs, ce manoir c'est le dernier lieu de vie de Walt et Lily. En septembre 1966, durant sa dernière conférence de presse, Walt présente le projet d'une station de ski qui, bon, malheureusement ne verra jamais le jour. Durant cet événement, il paraît vraiment pâle, affaibli, vraiment pas bien quoi en fait. C'est vrai que très peu de temps auparavant, donc durant l'été 1966, on lui détecte une tumeur au poumon gauche. Faut savoir que Walt était vraiment un grand fumeur. Il cesse alors de travailler sur le projet de Walt Disney World à l'automne à cause de sa santé beaucoup trop fragile. Malheureusement, 2 semaines seulement après son 65e anniversaire, Walt décède des causes de son cancer au poumon. Il est alors incinéré et repose dans la crypte familiale à Glendale, tout proche de Los Angeles. Il n'aura malheureusement pas la chance de voir de son vivant le parc en Floride, projet sur lequel il s'était énormément investi. À ce propos, Walt avait imaginé une ville futuriste, vraiment quasi parfaite, Epcot. Bon, malheureusement, à la suite de son décès, Epcot est devenu une espèce d'attraction à but éducatif dans le parc Walt Disney World. Epcot will take its cue from the new ideas and new technologies that are now emerging from the creative centers of American industry. And Epcot will always be a showcase to the world for the ingenuity and imagination of American free enterprise. On peut donc dire que Walt a littéralement marqué l'histoire, et pas que du dessin animé. Ses longs métrages ont été récompensés à de nombreuses reprises. D'ailleurs, il détient le record absolu d'Oscar, 22. Son étoile sur Hollywood, il a aussi reçu la Légion d'honneur, et j'en passe. Et quasiment 60 ans après sa mort, son héritage est encore plus que présent aujourd'hui. D'ailleurs, espérons que ses rêves ne soient pas gâchés. Voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu, parce que ça m'a demandé un travail énorme, surtout au niveau des informations. J'ai consulté beaucoup de sources, parce que dès que je voyais une info, j'allais regarder ailleurs si elle était véridique pour vraiment pas vous raconter de bêtises. En tout cas, c'était vraiment une expérience à la fois fascinante et émouvante de retracer l'histoire d'un homme qui aura toujours une place particulière en moi. Sur ce, je vous dis à la prochaine. Salut!